Alors pour le travail 7, diagramme de Carnot, on devra comme d'habitude remplir un cahier des charges où cette fois-ci on devra proposer la table de vérité d'une fonction logique combinatoire à 4 entrées où il y aura des donkers et cette fonction doit être choisie pour qu'après optimisation on ait au moins 3 termes produits. Ici on devra alors optimiser l'équation logique avec le diagramme de Carnot, synthétiser le circuit en utilisant les portes logiques standards. Ici sur Moodle, on a un dossier tutoriel LTSpice, on a une archive digitaldesign.zip. Ici, une fois qu'on l'a téléchargé, on la décompresse, on obtient le dossier avec toutes les définitions des portes logiques, avec leurs symboles qu'on pourra utiliser pour inclure dans notre circuit et réaliser le circuit. Hop. Après, on devra simuler le circuit en parcourant toute la table de vérité et estimer les délais du circuit. Du coup, on a une table de vérité, 4 inputs A, B, C et D. Comme d'habitude, on a le pattern où on note 0,1, 0,01, puis on double la période 0,0, 1,1, on en a 4 ici, et puis hop, on construit vite cette table de vérité. Alors après, il faudra, et ça c'est à nous de le faire, déterminer au hasard si c'est un 1 ou un 0. Ici le petit x signifie qu'on a un donker, c'est-à-dire que une fois qu'on aura optimisé la fonction logique pour les entrées qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire les 1, on choisit si c'est un 0 ou un 1, afin d'avoir la fonction logique maximale. Vous le verrez, par exemple ici, pour avoir un gros groupe de 1 en bleu ici, j'ai décidé que ces x là allaient devenir des 1 et je l'ai entouré et j'ai eu un groupe de 4. Alors il faut faire des groupes avec, euh, des puissances de 2. Donc on peut soit avoir ici en vert 2, ici là j'aurais pu avoir 3, mais il faut faire des grands groupes, mais de puissance de 2, donc il faut faire attention. Et il faut essayer au final, essayer d'englober tous les 1. Pas faire en sorte qu'il y ait des 1 qui ne soient pas dans un groupe. Et une fois qu'il n'y a plus aucun de 1 de libre et qu'on a rempli la condition que ces groupes-là soient le plus grand possible, on peut essayer de raisonner et se servir du diagramme de Carnot comme d'un support pour appliquer l'algorithme qui nous permet de déterminer la fonction logique optimée. Mais tout d'abord, il faut apprendre à tracer le diagramme de Carnot. Donc, hormis ici ce tableau à 12 entrées où il faut avoir des 0, des 0, 1, 1, il faut d'abord comprendre et, euh, et expliquer cette situation. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a les entrées de 1 jusqu'à 16 qu'il faut replacer en fait dans le diagramme de Carnot. Ici, je vous montre le moyen mémotechnique pour placer les valeurs correctement. Donc on part du dessus. Et on a du coup 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est les différents états de la table de vérité. Et on a l'output ici 0, 1, x, 0. Du coup, ici, ce qu'on voit en fait, c'est à chaque fois, on a 1, 2, 4, 3. Ici, on inverse juste les deux dernières lignes. Et ici, on voit qu'on a inversé aussi cette colonne. Une fois qu'on a retenu ce schéma-là, en fait, ici, du coup, on remet correctement les valeurs dans l'ordre. Par exemple, ici, pour cet exemple-ci, on aura 0, 1. Ici, on aura x et 0 qui seront inversés, donc 0x, et ainsi de suite. On aura 5, 6, 8, 7. On commence par mettre x, x, et puis on aura à la fin 0, 1. Et puis, il faut faire bien attention de ne pas se faire avoir. On a les 4 suivants. On a 1, 0, 1, 1 à placer dans la dernière colonne. Ici, 9, 10, 12 et 11. On les place dans la dernière colonne. 1, 0, 1, 1. Là, on voit pas l'inversion parce que c'est le même symbole. Ici, on a 13, 14, 15, 16. Hop.
place dans la troisième colonne. Et voilà, du coup on obtient notre diagramme de Carnot. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on met et on constitue ce diagramme de Carnot. En fait, c'est simplement pour avoir un support visuel pour pouvoir observer les bits qui ont une importance dans les groupes de fonctions logiques qu'on détermine. Ici, on a le groupe rouge, le groupe bleu et le groupe vert. Ici, on observe qu'on a des intitulés à ce tableau à double entrée. Ici, on a l'intitulé 00. En fait, ça correspond à quand dans la table de vérité, on a les entrées A, on a les inputs A et B qui sont à 0, 0. Ici, le premier 0 correspond à A. Ici, on aura A 0, on aura A qui est égal à 0, on aura A qui est égal à 1, A qui est égal à 1, et ainsi de suite. Donc, on a le deuxième bit ici, B qui est égal à 0, B qui est égal à 1, B qui est égal à 1, B qui est égal à 0. Et ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on colle les bits qui sont juste l'un à côté de l'autre. Enfin, on colle les bits qui sont dans la même, les bits qui sont dans le même état. Ici, on aura 0, 0 qui est l'un à côté de l'autre pour faire en sorte que quand les groupes, on puisse le voir facilement et dire et observer les états. Donc ici, en collant ces colonnes-là, on peut en fait voir que pour notre C, c'est facile de voir, on les a collées pour ces lignes-là. On a 0, 0 qui est collé. Et on voit que quand C est à 0, dans notre table de vérité, on a comme output 1, 1. Ici, vous voyez, quand C est à 0, ici on a C comme au premier bit ici, et on a D au deuxième bit. Donc ici, C est 0, C 0, C 1, C 1. Ici, pour le deuxième bit, on a D0, D1, D1, D0. Et comme vous voyez, pour le groupe rouge, on a quand C égale 0, on a 1 dans notre output. Du coup, dans notre fonction logique, il faut faire l'inverse. Il faut dire que quand C est 0, ben, on fait note 0, ça devient 1, et du coup on aura 1 dans notre fonction logique. Mais il ne faut pas oublier le deuxième terme, c'est-à-dire le B. Ici on voit que B est 0 pour la première colonne, et ici on a B qui est 0 pour la deuxième colonne. C'est pour ça qu'on a mis les colonnes l'un à côté de l'autre, parce que c'est un tableau circulaire aussi, il faut s'imaginer le tableau circulaire. Ils sont adjacents, et du coup on peut voir, on peut les grouper de manière adjacente. C'est juste un support visuel. Et on voit que quand B est 0, on aura l'output qui est égal à 1. Et comme c'est égal à 1, ben, si pour marquer l'inverse de 0, on fait note B, du coup ça devient 1. On aura du coup, quand C est 0, et ben on aura note C, du coup ça va faire 1 et 1. On aura du coup 1 dans notre fonction logique. Et pareil, ici c'est plus simple de le voir quand on n'a pas une inversion. Quand on se dit par exemple, quand B est égal à 1, ici on a cette première colonne. On a aussi cette deuxième colonne qui est B égale à 1. Et ici on a par exemple A qui est 0 et A qui est 1. Et on voit qu'il n'a pas d'importance dans ce groupe-là. Ah, désolé, mon micro s'est déconnecté. Ce que je disais, c'est que, comme vous voyez, on n'a pas euh, le changement de bit A ici n'a pas d'importance sur la fonction. On l'inclut pas. Par contre, ici, on voit bien que quand B ne change pas et qu'il reste à 1, et ben on aura un 1. Donc on l'inclut dans notre fonction logique. Pareil pour C. Ici, on voit que C ne varie pas. Et quand C est à 1, et ben l'output est à 1. Donc on a au final B fois C. Et, et du coup, ça représente bien l'état de notre table de vérité. Ici, du coup, on aura forcément un terme qui vient du tableau au-dessus avec un terme qui vient du tableau en bas. Et ici,
pareil pour le groupe vert, on aura du coup 3 états, comme on n'a qu'un groupe de 2. Ici, il faudra observer que quand A est à 1, et ben ici l'output est à 1, donc il faut bien mettre 1. Quand ici B est égal à 0, et ben pour retranscrire un 1 grâce au fait qu'on les met en multiplication, c'est-à-dire avec un et logique, ben, ici il faut mettre un node B pour qu'au final le résultat soit 1 pour ce sous-groupe là. Et ici on a au final D que l'on remarque ici, quand D est à 1, ici, quand on le regarde, ici, on voit au final que l'output du circuit est à 1. Et du coup, on aura la fonction logique optimée. Et ici, c'est pour ça que on met des don't care. C'est parce qu'on aurait pu s'imaginer, par exemple ici, on avait mis des x ici, et ben on aurait dû les définir à 0 pour avoir des groupes grands ou moins grands. Et on peut choisir les don't care pour avoir une fonction logique optimée différente avec moins de termes pour que ce soit plus optimal. Et du coup on va arriver au cœur de ce devoir, c'est-à-dire le schéma du circuit. Et ce schéma du circuit représente la fonction logique optimée qu'on a ici. Donc ça ressemble au devoir qu'on a dû faire la semaine dernière, sauf que cette fois-ci on a une forme de circuit particulière qu'on doit faire attention. Ici dans le devoir, dans les consignes du devoir, c'est bien précisé. Représenter le circuit en suivant avec soin la structure du slide 14. C'est-à-dire que grâce au diagramme de Carnot, ici, grâce au diagramme de Carnot, on a obtenu une fonction logique optimée, mais qui est d'une forme particulière. Cette fonction logique, c'est une forme conjonctive, donc avec du coup ici un plus entre chaque terme, et à chaque terme on a entre les éléments de ces termes on a B fois C, c'est-à-dire en n comme ça. Et du coup on peut associer à cette fonction logique un design de schéma particulier, c'est-à-dire une table avec avec tous les fils A, B, note B, C, note C, D et note D. Et ici, on aura du coup les end ici, qui correspond à chaque fois entre les éléments des termes. Si on aura ici pour x1 qui représente le sous-groupe rouge ici, on aura ici, comme vous voyez, node B qui est ce fil là. Donc le petit point, ça veut dire que ça connecté. Et quand il n'y a pas de petit point ici, je vais vraiment zoomer un max. Ici, on a node B parce qu'il y a un petit point, mais c'est pas relié aux autres câbles parce qu'il n'y a pas de petit point. Quand il y a un petit point, ça veut dire que c'est relié. Quand il n'y en a pas, ça veut dire que ça passe au-dessus, que c'est pas connecté. Et vous voyez qu'on a node B et node C qui est avec un OU des autres termes ici. C'est pour ça qu'on peut appliquer cette forme. Et vous le verrez qu'il y a des caractéristiques bien particulières à cette forme en plus. Mais ici, retenez bien que pour faire varier la table de vérité, on doit mettre des pulses. Que ici, on peut faire à 32 en simant sur 32 4. Ici, on aura vraiment les 16 états de la table de vérité. Donc, on fait varier. Et puis, en output, on aura ça. On aura l'output de notre table de vérité qu'on a défini de la vidéo. Et du coup, pourquoi on choisit en fait ce design de schéma? C'est pour faire attention
au temps de contamination et temps de propagation. Donc, pour introduire ce concept, je vais vous présenter un petit circuit que j'ai fait sur Minecraft. Donc ici on a deux transistors en série. Alors ici on a ce chemin de redstone. On essaye de faire en sorte que la lumière de la lampe ici s'allume. Mais ici on a un circuit dans Minecraft qui est assez particulier. C'est un circuit qui permet de rajouter du délai. Donc ici j'ai fait exprès de mettre plusieurs répéteurs ici en série pour introduire du délai. Donc un temps de propagation ou un temps de contamination. Ici, hop, on voit le délai s'effectuer et on voit au final que même si on a deux ends qui s'allument, donc enfin un end ici, on a deux transistors donc qui sont en série, donc ça représente un end. Même s'ils sont alimentés par le circuit, vous voyez qu'ils sont bien alimentés, mais comme ils sont pas alimentés au même moment, eh ben on n'a pas cette lampe qui s'allume au fond. Et ça c'est simplement à cause du délai. Donc on a un bug dans le circuit juste à cause des temps de propagation et des temps de contamination. Je le refais une fois. Vous voyez, la lampe là-bas s'allume pas parce que on a un délai dans l'information qui est dans le circuit. Alors, comment on fait pour régler ça? Donc, solution simple, c'est de se dire, ben, je supprime ici, donc il y a moins de délai, donc ici la lampe là-bas va s'allumer. Hop, je replace les circuits comme il était avant. Donc là, je remonte, hop, il y a du délai. Soit on peut retirer du délai là, mais en fait on peut pas le faire parce qu'on a des fonctions logiques à se tenir et on peut pas artificiellement retirer des fonctions logiques, sinon on n'a plus les mêmes résultats. Mais en fait, ce qu'on doit faire, c'est rajouter du délai de l'autre côté pour que ça se synchronise. Ici, hop, voilà, maintenant on a une synchronisation. Et je dois, pour que ça soit encore mieux, hop. Voilà, on a une lampe qui s'allume parfaitement. Voilà, donc ça fait une petite introduction avec les temps de propagation et le temps de contamination. Maintenant, retournons à la matière concrète. On a en fait un temps de contamination et un temps de propagation. Alors, c'est des termes qui font peur, mais en fait c'est très simple. Le temps de contamination correspond au temps de variation le plus court de l'output après la variation d'un des inputs. Si on zoome très fort ici, j'ai des inputs et un output. Donc en vert j'ai l'output et en bleu j'ai l'input. On a ici, si on veut, on a la simulation du circuit. Si là je prends B, hop, on a notre beau B qui fait hop, 0, 1, 0, 1, hop. Et ici on a Vout, donc ici il fait 0, 1, 0, 1. On les superpose et ici on essaye de voir. On voit à 24 nanosecondes, on voit que quand notre bit passe de 0 à 1, on voit que l'output de notre circuit descend à ce moment-là. Si vous voyez, pile au moment où ça monte à 1, ici, l'output de notre circuit est descendu. Ça veut dire que ça a vraiment été significatif. C'est vraiment parce que ce bit là a changé que au final notre circuit a décidé de passer à l'état 0. Et en fait, vous voyez que ça ne se fait pas instantanément. Même si le temps est très petit, ici on regarde de 0, ici on a le 0, ici on a 0,4 nanosecondes. Que ici pendant 0,4 nanosecondes, on a eu notre temps de propagation, comme ici. Donc ici, ça représente les 0,4 nanosecondes ici, pour que la lampe s'allume. Donc ici on a ce temps là,
de transition. Mais si on ne fait pas bien attention, ici, s'il y a eu un autre changement de bit par un des entrées, parce que c'est pas bien synchronisé, bon, on aura un glitch ici. Parce que ici, on aura eu un bit qui sera... Enfin, on aura eu une tension haute pendant 0,4 nanosecondes. Mais si ça se trouve, il y aurait eu une variation, mais comme il était toujours un 1 parce qu'il n'a pas eu le temps de changer, ben on a un bug parce qu'il ne correspond pas à la table de vérité qu'on a en output. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et en fait, ce diagramme-là, ce schéma-là, pour constituer une fonction logique optimale, ici, cette forme-là de schéma, elle est vraiment bien parce que ici on a du coup un temps de propagation qui est égal au temps de contamination du circuit. Et du coup on n'aura jamais vraiment ces bugs-là, ces glitches-là quand on réalisera ce type de circuit. Et du coup, je vous ai parlé du temps de contamination qui correspond à la variation le plus court de l'output. Mais si vous cherchez bien, vous verrez que toutes vos transitions comme ça, ici, ici on a eu une variation à 24 nanosecondes qu'on avait trouvé pour l'output B, bah, tous ces là seront vraiment synchronisés sur le même temps. Donc toutes les montées quand ça descend ou les descentes quand ça monte ici elles se passeront à 0,4 nanosecondes. C'est pour ça qu'on utilise cette forme-là de circuit. Voilà, comme conclusion, comme d'habitude, les résultats obtenus sont en adéquation avec ceux obtenus lors des simulations LT-Spice. On a un diagramme de Carnot qui permet d'appliquer un algorithme efficace pour déterminer une fonction logique optimale. On a la configuration du circuit qui est efficace pour éviter les glitches dus au temps de propagation et de contamination. Donc, surtout essayez de vous rappeler de cet exemple. Ça peut aider. Il faut synchroniser de cette manière-là. Et j'espère vous revoir pour le devoir 8 et bon courage.